Donc, je vais remplacer Georges Perrin, qui est un des coordinateurs sur le volontariat. Alors il se trouve que j'ai eu le temps de me familiariser avec le contenu du programme, donc je vais vous le présenter du mieux possible. Juste pour rebondir sur l'intervention d'Agnès, l'an dernier, en tant que chef de projet, j'étais un petit peu mobilisé à Singapour, donc j'ai pas trop eu le temps d'en profiter, mais par contre j'ai pleinement vécu ce qu'elle vient de décrire à Helsinki il y a 2 ans, et notamment l'accueil des Finlandais dans leur bibliothèque, l'accueil debout assis, avec leur badge, etc. Je l'ai vécu dans toute la dimension initiatique, parce que pour certains, voilà, les bibliothèques finlandaises étaient devenues un petit peu la Mecque, donc certains me disaient oui, je suis déjà venu, je connais la Noberton, etc. Moi, je découvrais la Finlande, leur bibliothèque, les pays du Nord et leur sens de l'humour et de l'accueil. Et vraiment, c'est à la fois vraiment enrichissant personnellement et professionnellement, parce que leurs notions, leur façon de voir ne sont pas toujours transposables immédiatement, mais ça interpelle, ça infuse. On pose d'autres questions aux collègues en revenant, on se dit qu'on a vécu quelque chose. Voilà. Alors le congrès, donc c'est évidemment le cœur le programme, c'est le cœur du congrès. On a une série de rencontres qui sont organisées par les sections, les divisions, les sections d'intérêt spécial, par un système de cooptation qui se met parfois en place 2 ans à l'avance. Donc des conférences, mais aussi des réunions de travail, des présentations plus ou moins informelles, et des soirées. Les sections organisent beaucoup de soirées conviviales, par exemple ici même. La section juridique, pas plus tard que la semaine dernière, vient de nous demander une présentation d'un fonds, le fonds La Cassagne, important pour l'histoire de l'histoire du droit judiciaire, et il se terminera par un pot ici même, après la présentation du fonds, en salle de fonds ancien. Donc voilà comment se positionnent les sections, cooptrices de contenu dans le congrès, parfois organisatrices de conférences satellites, et puis toujours à la recherche, comme disait Agnès, de découvertes et d'échanges. Donc les sessions ouvertes parce que le badge donne droit à toutes les sessions. Toutes les sessions permettent l'accueil en termes de contingent d'un nombre suffisant de places. C'est le 80e congrès qu'on accueille. Donc l'IFLA, par habitude, dimensionne les salles sur la tente qu'il prévoit. Donc il n'y a pas de réservation pour la bonne raison que les places sont suffisantes. Il n'y aura personne de refoulé. Il y a parfois des salles à moitié vides, parce qu'il prévoit parfois large, mais vous pouvez vraiment rassurer les congressistes. Ils entreront, ils auront accès au contenu qu'ils auront choisi. Et ce n'est pas vrai partout, pour tous les congrès. Donc celui-là a cette chance-là. Donc il y a 2 salles de grande capacité qui sont traduites officiellement par l'IFLA dans les 7 langues. Donc ça implique, notamment pour certains d'entre vous, dans l'accompagnement des intervenants, la gestion des flux, c'est-à-dire que les intervenants viennent avec leur intervention papier et doivent les distribuer au plus tard 15 minutes avant, ou je crois que c'est une demi-heure avant, aux accompagnants, donc aux volontaires accompagnants, parfois certains d'entre vous, pour que les équipes de traduction officielles puissent avoir le contenu au moins une demi-heure avant. Alors ça, c'est vraiment le cas extrême, et bien sûr, les recommandations sont autres. Les recommandations, c'est de le faire bien en amont. Mais malheureusement, les congressistes finissent bien souvent leur présentation dans l'avion ou la nuit à l'hôtel, et donc c'est comme ça. On a, nous Français, une responsabilité sur l'accès des francophones au contenu, donc on a équipé une 3e salle en traduction simultanée, uniquement français-anglais. Mais ça nous permet, depuis 2 ans, de communiquer donc, vers nos amis africains, les Suisses et les Belges, et évidemment sur la communauté professionnelle française, sur un accès accru aux professionnels français, parce que dans cette salle, notamment pour tout ce qui est bibliothèque publique, section jeunesse, là où il y a parfois beaucoup d'affluence, mais on n'a pas assez de ressources financières pour payer le défraiement des interprètes, il y a des salles qui se retrouvent en anglais, et là, on a la chance d'avoir, entre guillemets, une 3e grande salle traduite. Donc, ça, c'est une question que j'adresse à Johanna et à Agnès. J'ai relu évidemment le contenu hier, et si, ça m'a... Simultaneous Ok, interpretation. voilà, donc c'est la traduction simultanée, je dirais complète, dans les 7 langues officielles de l'IFLA. Alors, comme disait Agnès, inspirez-vous du congrès dans sa source, qui est le site officiel.
on fait ce qu'on peut pour expliquer, vraiment communiquer comment avoir accès à l'information, mais la source, c'est vraiment le site du congrès. Donc pour commencer, peut-être sur le Congress Overview, donc, le site est très riche. Il permet donc d'avoir accès à, voilà, il permet d'avoir accès d'abord en un coup d'œil, l'overview, à l'intégralité du congrès. Alors je vais détailler plus tard, mais ça c'est vraiment la base pour rentrer dans le congrès. Et vous évidemment, volontaires, vous êtes présents depuis le début jusqu'à la fin. Alors, on va détailler les points ultérieurement, mais l'idée, c'est que vous soyez vraiment familier de l'ensemble de ces contenus pour être à même, évidemment, de les expliquer. Il est dans les documents que vous avez enregistrés? Il est sur le site de l'IFLA. Alors, je ne sais pas s'il est... Je pense qu'il est repris dans le manuel intégral, mais pas dans le mini-manuel. Voilà. Parce que, encore une fois, on n'a pas eu la ressource financière d'imprimer le manuel intégral pour l'ensemble des 300 volontaires et de les poster, puisqu'on ne pouvait pas les imprimer pour aujourd'hui. Il vous faudra le faire, si possible en couleur. C'est vraiment ça, c'est un des outils clés du congrès. Ça vous permet de voir quelle est la tonalité de chaque journée. En gros, jusqu'au vendredi, c'est vraiment la gouvernance interne de l'IFLA, le conseil d'administration, c'est les réunions de haut niveau pour l'avenir de l'IFLA, ses finances, etc. Le samedi, là, il commence à avoir plus de monde. Il y a environ 500 personnes qui travaillent au centre des congrès. Il y a tous les congressistes qui sont là pour s'inscrire, pour faire leur badge. Mais les sections, en fait, les divisions, les caucus, ce sont les congressistes impliqués dans l'IFLA. Donc, en gros, c'est un quart des congressistes, entre 500 et 600 personnes. Parce qu'il y a tous ceux qui sont impliqués officiellement, et puis tous ceux, par exemple, j'en ferai partie, qui demandent à avoir accès en tant qu'observateurs pour commencer à gravir les marches de l'implication dans l'IFLA. Donc tous ceux-là sont présents le samedi. Et ça, par opposition aux sessions ouvertes, c'est sur invitation. Après, le congrès s'ouvre à partir du dimanche. Mais on va peut-être revenir à la présentation qui est mieux séquencée. Donc, voilà, vous donnez une tonalité. Le congrès a un point fort, c'est son salon, qui est très complémentaire pour nous Français du salon de l'ABF. C'est à peu près la même surface, ce ne sont pas les mêmes exposants. Alors cette année, on va atteindre un record, ça sera le plus gros salon de l'IFLA, avec déjà, fin juin, plus de 1000 m² vendus. Donc on dépasse déjà Helsinki et Singapour. Ce sont des opérateurs économiques qui cherchent à rentrer en Europe ou qui cherchent à consolider leur position. Donc c'est pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on rencontre à l'ABF ou que nos collègues allemands rencontrent dans leur salon national. On a mis le paquet sur les circuits de visite, sur les circuits touristiques, sur les conférences satellites. Sur tous ces indicateurs, on a une activité qui est bien supérieure aux autres années. Donc là, vous aurez un rôle tout particulier dans l'explication aux personnes qui viendront le jour J, parce que, pour vous donner une idée, à Helsinki et Singapour, il y avait 8 ou 9 circuits de visite, et à peu près autant sur place, donc une quinzaine. Nous, il y en a 32, et le double en termes d'établissement. Il y avait un espace culturel à Helsinki et Singapour, il y en a 3 chez nous. Il y avait 5 circuits touristiques à Helsinki et 2 à Singapour, il y en a 9 chez nous. Et les conférences satellites, c'est pareil, on a travaillé au niveau européen, elles sont réparties dans 6 pays. Alors, les conférences satellites, vous n'aurez plus à renseigner dessus, parce que pour la plupart, ce sont des pré-conférences. Mais elles font partie de l'expérience des congressistes, donc il faut que vous sachiez où elles se sont tenues, pour la plupart en France, 18 sur 24, et notamment à Lyon, on en accueille 5, à la BML, à Lyon 1, à l'ENSIB. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de l'expérience du congressiste. Alors, vous voyez, vous aurez un gilet, on va vous le montrer, je crois, tout à l'heure. Beaucoup des congressistes s'orientent grâce aux volontaires, donc là on en voit un en rouge, visitent le stand du comité national, donc
le nôtre aura un look très différent, il s'appellera Ma bibliothèque en France, My French Library. Ce document, vous l'avez dans le manuel intégral. Là aussi, c'est la vue générale du salon. Parce que le salon peut être un sacré labyrinthe. Je pense que le nôtre sera un petit peu par la disposition du centre des congrès, hein, plus facile pour s'y repérer. Et donc, vous voyez l'ambiance, juste sur la vue précédente, avec beaucoup d'exposants qui vont montrer des échantillons, qui vont offrir à boire, qui vont offrir à manger, qui vont rechercher le maximum de convivialité. Donc le salon, ça va être ouverture le dimanche après-midi, 16h30. Il va battre son plein jusqu'au mardi soir. Le mercredi matin, il va vivoter parce que les gens commencent à le fermer. Donc voilà, retenez que le salon bat son plein du dimanche, deuxième partie d'après-midi, jusqu'au mardi soir. Alors, le programme. Donc, tout d'abord, avant l'ouverture, les congressistes se renseignent sur le site internet, tout comme vous, assistent à des conférences satellites pour 20% d'entre eux. Quand ils sont impliqués dans l'IFLA, uniquement pour ceux qui sont invités, pour ceux qui sont adhérents, par exemple, à titre d'adhérent, on choisit le niveau, on peut être adhérent dans une section, 2 sections, 3 sections, en tant qu'institution, donc c'est plus ou moins cher, et ça permet d'autant plus de son personnel de faire partie des sections de l'IFLA. Et donc, vous voyez sur le site de l'IFLA, chaque section indique au moins le nom de 2 personnes de façon évidente, le responsable, le président de la section, et le responsable de la communication, qui sont les 2 personnes à contacter pour demander voilà, toute question. Hein, si vous avez des questions, vous, sur place, n'hésitez pas à les contacter. Et c'est eux qui donnent le droit d'accès, ça se fait la plupart du temps très bien, mais selon la section, c'est eux qui donnent le droit d'accès aux sections, aux observateurs. Donc là, on est le samedi toute la journée. Ensuite, pendant le congrès, donc on a les sessions, le salon, je vous en ai parlé un petit peu, et les posters. Les posters, on en parle après. Il y a également la volonté d'ouvrir le congrès sur la ville. On a, à quelques opérateurs lyonnais, essayé d'ouvrir le congrès aux Lyonnais, mais l'inverse est également vrai. On essaie d'ouvrir Lyon aux congressistes, surtout avec un partenariat touristique et culturel qu'on va vous détailler. Et enfin, donc, le jour de l'ouverture, c'est un jour fondamental. 80-90% des congressistes assistent à la cérémonie d'ouverture, mais il faut également signaler la clôture, qui est suivie par les 2/3 des congressistes, donc un peu moins, mais ça fait quand même du monde, hein, les 2/3 des congressistes. Et puis l'après-congrès. L'après-congrès, c'est quelque chose d'important pour environ 500 congressistes, tous ceux qui font les visites de bibliothèque. Et il y en a également un autre contingent, ceux qui choisissent de faire, officiellement les visites, les excursions touristiques. C'est-à-dire qu'il y en a bien sûr qui coupent leurs vacances avec le congrès, ça on ne le saura pas, on le devine, on ne le saura pas officiellement. Il y en a qui choisissent d'acheter les prestations touristiques que l'on a montées avec l'OT et parfois d'autres offices du tourisme que celui de Lyon, sur le site de l'IFLA. En même temps que leur inscription, ils ont acheté une prestation touristique. Donc tout ça, ça fait entre 500 et 600 congressistes. Ça fait du monde. Et ils auront besoin parfois de renseignements spécifiques, notamment pour les bagages. Puisque quand on se met sur ce genre de contenu, on a la question de quand est-ce que je prends ma valise et qu'est-ce que j'en fais. Alors les extras, ce sont... alors les congrès satellites, tu as une vue ? Ouais. Donc, les caucus ou les congrès satellites ? Les extras, dans les extras, il y a le congrès satellite. Alors, non, notamment. Bon, les congrès satellites, je peux les présenter sans support. Il y en a 24 à ce jour, parce qu'il y en a qui se sont rajoutés, il y en a un qui a été annulé à la BPI. Les congrès satellites approfondissent un travail. Généralement, une section va présenter un thème, et puis elle se rend compte
qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'appétence, beaucoup d'enjeux. Elle va développer ce thème sur 1 ou 2 journées l'année d'après. Elles ont donc un rayonnement qui est plus fort que les visites de bibliothèque, puisque c'est un maximum de 3 heures. Comme disait Agnès, les visites se font jusqu'à Genève. Par contre, là, on est jusqu'en Irlande, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, évidemment. On a travaillé avec 6 autres pays européens pour ces conférences satellites. Un autre extra important, qui est, encore une fois, qui ne fait pas partie officiellement de l'IFLA, mais qui est devenu très important en 3 ans, c'est Cycling for Libraries. Un des enjeux du congrès, et que savent très bien faire les anglo-saxons, c'est l'advocacy. L'advocacy, c'est la promotion des enjeux de la bibliothéconomie. Ils savent mieux le faire que nous, et notamment, les Finlandais ont inventé, donc un bibliothécaire, Cycling for Libraries, il y a 3 ans, qui est un parcours, en gros, de cyclotourisme le matin, où on visite des bibliothèques et on fait des conférences informelles autour d'enjeux de bibliothéconomie l'après-midi. Et le gros avantage, c'est l'impact très visible de ce cortège, d'environ 100-120 cyclistes d'environ 25 pays. Donc il y a déjà une grande diversité de métiers, d'âges, d'intérêts. Ce ne sont pas tous des cyclistes chevronnés. Et peut-être Virginie, si on a le temps, pourra détailler cet aspect-là, parce qu'elle aura la chance d'en faire partie. L'an dernier, ils ont été accueillis par un représentant du Parlement à Bruxelles, du Parlement européen. Donc on voit bien qu'ils sont efficaces au plus haut niveau pour faire la promotion du métier et casser l'image, moderniser notre image auprès des décideurs. Parce que ce congrès, c'est aussi un des enjeux, c'est d'avoir une information auprès des décideurs pour dire à quel point le soutien aux bibliothèques et aux centres de documentation est important dans tous les pays. Alors, peut-être, je reviens sur le programme. Je vous ai présenté les sections. Il faut que je vous présente les caucus. Alors, les caucus, c'est très anglo-saxon. 120 pays, on ne peut pas faire 120 réunions préparatoires. Donc, il y a des caucus par communauté d'intérêt. La plupart sont des communautés linguistiques. Donc, il y a le caucus allemand, le caucus chinois, mais il y a aussi des caucus géographiques, des caucus asiatiques, des caucus d'Amérique latine, et puis pour les très gros contingents, les États-Unis, c'est le premier contingent du congrès avec environ 300 congressistes, le caucus USA, le caucus Canada, qui est un petit caucus, le caucus francophone, là pour le coup qui est important pour nous et qui rassemble entre 60 et 80 bibliothécaires. Donc ces caucus se font sans inscription le samedi soir, enfin le samedi de la deuxième partie de l'après-midi jusqu'au soir. Voilà, ça c'était juste pour indiquer le fait que par rapport aux langues des caucus, sur chaque badge il y a un petit drapeau qui indique les langues qu'on parle. Voilà, comme ça on peut identifier facilement. Les 7 langues de l'IFLA, donc si vous avez la chance d'avoir des compétences linguistiques rares, elles seront immédiatement repérables. 96% des congressistes travaillent en anglais, c'est ce qui ressort de l'évaluation annuelle du congrès. Donc c'est bien de parler anglais, c'était nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, parce que quand on dit travailler en anglais, comme disait Agnès, c'est un anglais de travail, c'est le globish, c'est pas l'anglais de Shakespeare. Et quand on veut vraiment rentrer dans une question précise, il nous est nécessaire de contacter quelqu'un de sa communauté linguistique. Donc il y a à la fois ce système de repérage, et puis pour les primo-congressistes, c'est environ 55% des congressistes, donc ça sera le premier congrès, ils auront un macaron spécial qui vous permettra de les repérer et de leur donner un accueil spécifique, d'être peut-être plus disponible, encore plus disponible qu'avec les autres congressistes. Voilà. Donc, des points forts. Pour les langues, en fait, c'est au niveau de l'accueil au moment de leur inscription. Il y a des petits paniers avec tous les petits drapeaux. Et donc, on donne, soit le congressiste, soit le volontaire peut rajouter ces petits drapeaux sur son badge. Comme ça, oui, il n'y a pas de test, c'est déclaratif. Hein. Alors, une session hyper importante, donc elle est sur le Congress Overview, juste avant la cérémonie d'ouverture, le dimanche matin. Donc moi j'ai eu la chance d'y assister à Helsinki, elle était très importante, c'est la session pour les nouveaux arrivants. C'est une énorme session, plus de 1000 participants,
Parce que comme je disais, il y a du monde, dont c'est le premier congrès. Et là, c'est vraiment important, un peu comme on le fait aujourd'hui, d'expliquer ce qu'est l'IFLA. Quand la présidente de l'IFLA, qu'on a eu la chance d'accueillir, est venue fin avril, on lui a fait la remarque que le site internet de l'IFLA était certes très impressionnant, très riche, mais un peu compliqué pour rentrer dedans. Voilà, on lui a fait la suggestion qui reste à finaliser, d'un diaporama, d'un contenu, l'IFLA pour les débutants. Cette session, c'est vraiment ça, par des gens qui sont chevronnés, qui sont au conseil d'administration de l'IFLA, qui racontent leurs 20 ans dans l'IFLA, mais aussi des personnes qui ont un ou deux congrès au compteur, entre guillemets, et qui racontent comment ils sont rentrés dans les contenus. C'est très important pour les congressistes, donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont il faut faire la promotion. La cérémonie d'ouverture, comme je le disais, elle ressort comme à part le contenu général, hein, le programme, c'est évidemment le cœur de l'attente du congressiste, mais la deuxième attente, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est le moment où on affirme les valeurs à travers le monde. Hein. Qu'est-ce que être spécialiste de l'information et bibliothécaire dans le monde entier, à travers les discours officiels, on a les grandes tendances du moment, et puis on a un orateur prestigieux, un programme artistique, des représentants du comité national qui font l'accueil. Donc c'est quelque chose qui est très attendu. On a voulu faire à la fois français et lyonnais. Donc l'orateur principal, c'est le philosophe Bernard Stiegler qui va intervenir sur l'avenir de la lecture. Et on aura deux prestations artistiques de 15 minutes chacune, hein, très brèves. Donc un show de Pokémon Crew, voilà, d'un quart d'heure, et la projection des premiers films des Frères Lumière, commentés par l'Institut Lumière. Voilà pour la cérémonie d'ouverture. L'ouverture du salon, c'est un grand cocktail, donc assez attractif, parce qu'un cocktail de bon niveau, avec une visite officielle des deux coprésidents de l'IFLA, de notre comité national et de la présidente et présidente élue de l'IFLA, donc un petit cortège VIP qui va donc se présenter à chaque stand. Voilà. C'est surtout l'occasion donc pour les congressistes de se faire une vision rapide de qui sera exposant cette année et de repérer. C'est pas tellement là qu'on commence à butiner. Par contre, là, on prend énormément de documentation. Vous verrez que les gens repartent chargés. Et la réception des responsables, donc là, c'est vraiment le noyau dur de l'IFLA, c'est le moteur de l'IFLA. Ce sont les deux personnes responsables de section, responsables de la communication, ou troisième personne. Pour les grosses sections, ils sont 3, avec les responsables des divisions, avec les responsables des comités professionnels, etc. Évidemment, le staff de l'IFLA. Donc uniquement sur invitation, le comité national n'est pas invité. Ça se fera dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville à Lyon, donc le dimanche soir. Les sessions sont ouvertes. Chaque badge accrédité donne le droit. Donc vous avez dans le manuel les couleurs qui précisent qui peut accéder au contenu, mais à part donc les exposants, le badge vert, je crois, les congressistes peuvent avoir accès aux sessions ouvertes. Donc là, vous n'avez pas besoin d'apprendre le contenu par cœur, de toute façon, c'est absolument impossible. Par contre, vous aurez besoin de comprendre dans quelle logique l'IFLA a organisé les sessions. Ils ont essayé de mettre les sessions les plus attractives dans les plus grandes salles. Attractives en termes, bien sûr, d'affluence. Les sessions off-site, bien sûr, le centre des congrès est grand et on le loue entièrement. Mais il n'est pas suffisant. Parce que de nombreuses réunions se nouent sur place ou s'organisent même à l'avance. Et donc, l'ENSIB, Lyon 1 et la BML sont... pour ne citer que ces trois-là, sollicités pour accueillir d'autres réunions. Et on sait qu'il y aura des réunions au dernier moment. Donc ces sessions-là, les badges leur donnent accès. Selon les sections, seuls les porteurs du badge peuvent avoir accès ou d'autres. Je prends exemple la section jeunesse qui sera accueillie pour une réunion hors site le mercredi matin. Évidemment, certains bibliothécaires jeunesse, sur invitation, pourront compléter les congressistes et venir à la bibliothèque de Lyon. Donc, leur organisation est prise en charge par les lieux d'accueil. Donc, pas de volontaire. Voilà,
là, vous n'êtes pas sollicité en tant que volontaire du comité national. Donc les orateurs, c'est un des contenus importants hein, pour les congressistes. Ils sont environ 700 à venir dès 8h30 accueillir les orateurs et les écouter. Alors, la princesse Florentine, rassurez-vous, c'est pas la section gala, hein, c'est parce qu'elle est comment dire, présidente d'une fondation de littératie, lire et écrire, qui intervient donc évidemment en Hollande, mais également qui fait de la coopération culturelle décentralisée. Mardi, Florence Aubenas viendra, du moins on l'espère, elle va intervenir sur sa conception du journalisme et des rapports humains. Simplement, comme elle est, comme vous le savez, grand reporter, journaliste international, comme disent les anglo-saxons, on espère qu'elle ne sera pas envoyée au dernier moment à l'étranger. Et donc, voilà. Pierre Dillembourg, donc, du Rolex Center de Lausanne, interviendra le mercredi sur les MOOCs, puisqu'il a organisé le premier congrès européen sur les MOOCs. Et il a fait une intervention sur l'intérêt des MOOCs malgré. Donc vous verrez dans son programme. Alors les MOOCs, ce sont les cours massifs ouverts en ligne. Donc ce sont les cours accrédités par l'enseignement supérieur qui ont fait florès notamment aux États-Unis et dans l'enseignement supérieur anglo-saxon, qui il y a quelques années encore étaient donnés comme l'alpha et l'oméga de l'avenir des bibliothèques. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils présentent des avantages, puisqu'ils sont dématérialisés, mais qu'en termes d'accompagnement, de conception, c'est bien plus compliqué que cela. Et en gros, cet orateur va nous présenter le premier bilan européen de ces cours massifs en ligne. Massive Online Open Course. Alors, la séance présidentielle. Donc, l'IFLA est un producteur de contenu. Ils font des manifestes éthiques, ils font des contenus, des guidelines, des recommandations. Ils ont fait donc le rapport des tendances et cette année ils vont promulguer une déclaration internationale qu'ils vont présenter à l'ONU en septembre, la déclaration de Lyon sur l'accès à l'information et au développement. Et ça c'est une séance présidentielle qui aura lieu le lundi matin en présence donc du maire de Lyon à 9h30 après l'orateur principal, la princesse Laurentine. La soirée culturelle, donc je crois qu'il y en a, on a des slides pour la détailler. Donc, là, c'est toujours la couleur locale. Alors, on l'a faite à la Sucrière parce qu'à Lyon, on n'avait pas le choix. C'était le seul lieu qui permettait d'accueillir autant de congressistes à la fois et de leur offrir à la fois à manger et un temps culturel. Donc, c'est vraiment le gageur, c'est faire les deux. Alors, on aura un cocktail de très haut niveau avec la Potinière, qui est un très grand traiteur, qui sait faire ce métier, qui a fait les villages de Coupe du Monde, etc. Et on espère qu'il permettra aux congressistes de goûter la gastronomie française. Et on va proposer un bal participatif avec la compagnie Propos. Donc Denis Plassard est le directeur artistique du grand défilé de la Biennale de la Danse 2014. Il fait ce genre de choses depuis très longtemps. Les bals participatifs sont nés il y a une vingtaine d'années en France, inventés par Michel Reillac, un grand monsieur de la danse. Il y a eu récemment des reportages puisqu'il a essaimé ce dispositif en Belgique récemment avec des milliers de participants. Donc là, on va essayer de faire danser les congressistes. Alors, les congressistes ne sont pas tous des grands danseurs. Ils partent pour les 2/3 d'entre eux à partir de 22h. Donc voilà, encore une fois, le défi, c'est de réussir à leur faire passer un bon moment, qu'ils aient accès à leur boisson, à leur repas, et qu'ils découvrent la culture française parce que ce genre de bal, vous savez que voilà, la France, les collectivités locales, le gouvernement soutient vraiment la culture, mais c'est vraiment pas partout pareil. À Helsinki, par exemple, l'action culturelle, c'est très loin d'être leur point fort. Ils sont très forts en bibliothéconomie, ils sont très forts en prêt, en retour, en lecture, en tout ce que vous voulez, mais l'action culturelle, c'est pas leur truc. Et d'une manière générale, là, pour nous, c'est l'opportunité de montrer ce qu'est la danse contemporaine française, hein, qui s'exporte depuis maintenant 30 ans. Je voulais juste compléter qu'on compte sur nos bénévoles, chorégraphie en amont, Oui. on essaye de caler des répétitions pour qu'ils puissent danser et donner envie aux autres de danser pendant la semaine. Voilà, merci. Parce qu'elle est passée des stades des idées à la mise en œuvre. Sur 3 axes, on a travaillé en partenariat avec les archives municipales, les musées, donc sur le patrimoine évidemment, donc le plan scénographique de Lyon,
qui sera en puzzle. Donc il fera 6 mètres carrés, ce seront des pièces de 10 sur 10 pour que voilà, les congressistes expérimentent qu'est-ce qu'une ville ancienne. Singapour n'existait pas dans les années 60. Donc vous imaginez bien, Columbus, Ohio, n'avait pas non plus de plan scénographique datant du 16e. Donc cette spécificité de Lyon sera mise en œuvre vraiment par le congressiste, avec des techniques d'impression, notamment par l'Urla, le musée de l'imprimerie. Évidemment, le musée de l'imprimerie, c'est important pour une partie des congressistes. La soie et le tissage, pour Lyon, c'est important. Des dégustations œnologiques, et on espère voilà, attractives. Et Alexandre en sait quelque chose, puisque l'an dernier, c'était lui qui mettait ça en œuvre à Singapour. Et un aspect biosciences, c'est important d'être sur la culture scientifique. Donc sur la culture animalière, on est à côté du parc de la Tête d'Or, qui est un zoo qui préserve les espèces animales en voie de disparition, mais également le futur musée des Confluences, qui ouvrira peu de temps après le congrès. Donc c'était important de leur faire de la place. Alors vous verrez, ce sont des animations très ludiques et très efficaces. Là, ce sont la liste à ce jour des 90 exposants. 87 exposants, voilà. Juste pour compléter, donc l'espace des activités culturelles se trouve donc, un des espaces se trouve sur le salon professionnel, juste là, en rouge. Et puis il y a encore 2 autres espaces qui sont un peu plus loin, qui sont plus loin de cet espace, mais qui sont devant les grandes salles, devant les plus grandes salles voilà, du centre des congrès. Et également l'expo pavillon. Donc l'expo pavillon se trouve au milieu du salon, qui est un espace organisé sous forme de salle de conférence, où on peut présenter des produits, et notamment les membres du comité national feront des présentations de 30 minutes de leur réalisation. C'est-à-dire qu'au départ, c'est proposé aux exposants économiques comme une façon de faire des mini-conférences pour leurs prospects, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait de nombreux créneaux disponibles, et ils nous ont proposé, nous, comité national, d'utiliser ces créneaux pour les utiliser scientifiquement. Donc il y aura également, encore sur une autre modalité, je dirais une 4e modalité, les conférences, le comité national donc, et son stand My French Library, les posters, qui sont une modalité que je vais maintenant détailler, et puis ces conférences dans le pavillon. Alors l'avenue des posters, c'est un des plus de l'IFLA, c'est une ruche où environ 200 personnes se réunissent entre midi et 2 et échangent à toute vitesse les cartes de visite autour d'expériences qui sont donc décrites sur le poster. Alors il y a le programme officiel des posters, on a eu un record cette année de candidatures, presque 280 candidatures contre 120 l'an dernier. Donc le comité national a vraiment su créer une appétence. Malheureusement, les critères ont été assez drastiques, il n'y en a que 200 qui ont été sélectionnés. Donc on a choisi, à côté de ces 200 officiels, d'avoir une autre présentation des posters, là aussi en face des salles les plus grandes. Alors cette avenue des posters, donc des posters de plus de 2 mètres de haut et 90 cm de large, présentent le travail généralement d'une équipe. Ce sont des réalisations et non pas des intentions. Et la demande de l'IFLA, c'est d'être aux côtés de son poster le lundi midi et le mardi midi. Alors idéalement les 2 créneaux, mais au moins un des 2, pour pouvoir, exactement comme ces personnes, répondre aux questions. Alors c'est l'auberge espagnole. Personnellement, j'y ai trouvé à boire et à manger. Tout le monde n'est pas de cet avis, je vous laisserai juger, mais en tout cas, c'est une attente des congressistes. Enfin, donc, je vous parlais de l'ouverture de Lyon aux congressistes. L'Office du tourisme sera présent physiquement à l'accueil pour délivrer le plan de la ville, le plan du réseau de transport en commun, le CITRAL. Les musées seront gratuits, comme à Singapour, donc on est vraiment content d'avoir réussi à atteindre ce but, parce que bon, là, on a hésité toute l'année, demi-tarif, etc. Donc là c'est simple, les musées municipaux sont gratuits. La liste est dans le mini-manuel et donc dans le manuel. Les night spots, on recherche toujours de la convivialité professionnelle, mais les cafétérias au centre des congrès sont un petit peu ingrates. Donc l'idée, c'est de référencer
des restaurants et des bars, donc la péniche de Sirius, le restaurant L'Institution et le Sucre, qui est plutôt un bar haut de gamme, donc au-dessus de la sucrière, afin que ceux qui veulent se retrouver entre congressistes, entre différentes nationalités et différents horaires, puissent avoir ces points d'ancrage. Alors vous verrez, ce ne seront pas les seuls, mais ça permet déjà d'ancrer les choses, et c'est quelque chose qui fonctionnait bien à Helsinki, qu'on a souhaité remanier. Donc enfin, vous voyez que les partenaires lyonnais préparent l'événement en faisant également des expositions. Donc la BU vient de fêter ses 50 ans et a une exposition ouverte évidemment aux congressistes pour le relater. La bibliothèque de Lyon a un programme d'action culturelle et notamment une grande expo trésor accessible en anglais et en chinois. Et l'ENSIB aura aussi une exposition originale sur place. Donc voilà, 3 possibilités pour les congressistes d'avoir des contenus liés à leur profession et également tous les musées gratuits. Alors, à signaler que cette exposition très, très intéressante, Imagine Brasil, fermera quasiment en même temps que le congrès. Donc c'est plutôt intéressant d'en faire la promotion très tôt, puisqu'elle ferme le dimanche. Voilà. Bon. Ça reste une très belle exposition, notamment à proposer le samedi, puisque le samedi, on vient surtout, pour la majorité des congressistes, faire son badge. Le musée d'art contemporain étant à 200 mètres, ça vaut le coup de proposer ce contenu. Et le lâcher de livre, qui n'a pas son macaron là. Alors voilà, le lâcher de livre, c'est quelque chose aussi qu'on prépare depuis bientôt 1 an et demi, qu'on est très content d'avoir réalisé. Donc là, c'est Agnès, que je salue, qui a réussi à passer de l'idée au projet. Donc 5000 livres, comme cet agenda, seront distribués dans les tramways, dans les musées et lieux culturels du centre-ville, mais aussi quasiment sur place, au parc de la Tête d'Or, sur 6 spots. Donc c'est très important, parce que c'est vraiment l'accès à la connaissance concrètement. C'est le lundi 18. Voilà. Et enfin la cérémonie de clôture. Alors un truc dont je me suis rendu compte, on fait du live et il y aura des précisions par mail. La cérémonie de clôture, il y a 2 temps. Pour vous, volontaires, c'est la cérémonie de clôture, renseigner les congressistes qui sont intéressés à 2 tiers d'entre eux d'y assister. Mais pour vous, il y a une cérémonie de remerciement qui est offerte par l'IFLA, qui est à 18h. Donc pour ceux qui peuvent, d'entre vous, attendre de partir, restez à ce pot, auquel par définition je n'ai pas encore participé, mais qui est l'occasion pour l'IFLA de remercier chaque comité national et son armée de volontaires. On vous prendra en photo, il y aura le portrait de groupe. On vous a montré celui d'Helsinki, celui de Singapour, il n'y a pas de photo aussi probante qu'Helsinki, mais c'est vraiment... Si. Je vais la montrer tout à l'heure. Ah, bah alors tu vas la remontrer, ok, très bien. Mais voilà, chaque cérémonie de clôture, l'IFLA remercie oralement et les gens applaudissent les volontaires. Mais après, il y a un pot pour vous à 18h. Mais ça, pour l'instant, c'est pas encore dans les manuels. Donc, voilà. Les visites de bibliothèque sont sur inscription. Donc là, l'ENSIB est hyper mobilisé sur ce sujet depuis également très longtemps. Parce que voilà, on s'est lancé dans quelque chose de très ambitieux. Alors, pourquoi essayer de faire mieux que d'habitude? D'abord parce qu'on essaie de faire plus que d'habitude. Avant, c'était une liste de kilomètres. Mais surtout pour que ceux qui s'inscrivent confirment leur inscription ou, s'ils la libèrent, permettent à d'autres d'accéder à la visite. Parce que c'est la plaie de ce genre de visite gratuite sur inscription, c'est d'avoir un contenu organisé par quelqu'un qui est mobilisé depuis 1 an, qui vous accueille à l'autre bout du territoire et qui accueille 5 congressistes, parce que les 15 autres ne se sont pas désistés. Donc on a mis en place tout un système de communication, et c'est compliqué parce que l'IFLA, notamment les Hollandais, sont très attachés à la sécurisation des données personnelles, ne veut pas donner les mails, donc tout passe par l'IFLA à chaque fois, mais on essaye vraiment que les visites soient le plus précisément possible communiquées et à l'organisateur, et pour le congressiste, il aura accès cette année à un contenu qui est bien plus riche que les années précédentes. L'année précédente, c'était une adresse, telle bibliothèque. Là, il y a vraiment un effort en lien avec chaque institution accueillante, et il y a des membres de l'ENSIB qui sont là, qui pourront peut-être étayer plus tard ce propos.
on aura accès vraiment à un contenu, vidéo, texte, qui permet vraiment au congressiste de choisir sa visite de bibliothèque précisément. Encore une fois, tout est en ligne et le site est enrichi très régulièrement. Alors, il y a deux types de visites, hein, les visites locales et les visites sur réservation avant le congrès. Les visites locales, les inscriptions se prennent sur place et là, ceux d'entre vous qui s'en chargeront auront un rôle vraiment particulier. Mais sinon, la plupart des visites, comme je viens de le décrire, les inscriptions se font avant le congrès. Est-ce qu'il y a un Rolex? Non, il y a 4 bibliothèques à Genève, mais malheureusement, le Rolex, on est dans un rayon de 2 heures en transport en commun. Et déjà, je vous le dis, on a vraiment du mal parce qu'il y a une interruption de service par la SNCF, exceptionnellement cet été, qui est prévu. Donc on a mis en place des bus pour aller jusqu'à Genève, mais Rolex était trop loin. C'est pareil, hein, en banlieue parisienne, le Bulac ne fera pas lieu. Enfin, il y a un certain nombre d'institutions qui sont impliquées, par exemple pour l'accueil de conférences satellites, qui ne peuvent pas faire l'objet de visite parce qu'elles sont trop loin. Il y a vraiment ce critère IFLA des 2 heures. Voilà. Alors après, l'an prochain, à Cape Town, ils auront vraiment des problèmes avec ces critères-là, 2 heures et 3 heures, parce que voilà, malheureusement, les transports en commun en Afrique ne sont pas aussi nombreux qu'en Europe et en France, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc Rolex aurait été bien sûr une visite intéressante, mais pour cette raison, n'a pas pu être sélectionné. Donc pour vous tenir informé, le site du congrès est un site vivant, qui a son interface particulière, mais qui est vraiment enrichi de façon régulière. Le programme a été mis en ligne récemment sous forme d'un PDF, donc il va être encore une fois amendé, hein. Je pense que ça va se faire à mi-juillet. Et puis l'IFLA Express va se réveiller. Alors l'IFLA Express, c'est la gazette numérique dans toutes les langues officielles. Il y a des informations obligatoires. Donc là, elles émanent par exemple du staff de l'IFLA. Ce sont des contenus qui sont obligatoirement traduits dans toutes les langues. Et puis, c'est une nouveauté de cette année, l'IFLA Express va être enrichi par langue de façon spécifique. Et pour cela, il y a toute une armée donc, de personnes, et dont certains volontaires, avec des compétences en photo, en vidéo, en montage, en journalisme, qui vont se charger de ça et de sa traduction, puisque une grosse partie du travail de l'IFLA Express, c'est de traduire des actualités dans la langue, donc pour nous, le français. Pour la partie volontaire, ça sera uniquement de la rédaction et la partie journalistique et non pas la partie traduction, puisque l'IFLA travaille déjà depuis longtemps avec une équipe de traducteurs. Voilà, il faut épauler les 2 traducteurs ou 3 officiels, mais il faut les alimenter en contenu. Et donc l'IFLA Express, c'est vraiment la gazette de tous les changements de lieu, de toutes les nouvelles informations. Je vais vous parler par exemple de l'incertitude positive sur Florence Aubenas. Voilà, ce genre d'infos a vocation à être relayé par non plus le site officiel, mais par l'IFLA Express, qui fait l'objet de tweets, de vidéos. On va essayer de Vine, les mini-vidéos. Donc voilà, c'est vraiment un contenu multimédia d'actualité. Et donc vous aurez reçu sur place un programme qui fait plus de 200 pages, en fait, qui est le programme aussi qui contient toutes les informations sur le salon, sur toutes les conférences, et qu'il faudra avoir avec soi. Sinon, le petit pocket programme qui entrera dans le badge. Voilà. Ça, c'est quelques outils. Donc, on parlait de fiches pratiques de la BPI, il y a évidemment les fiches pratiques de l'ENSIB que vous avez déjà reçues. Alors la BPI et l'IFLA, est-ce que tu... C'est une fiche de présentation faite par la BPI sur l'IFLA pour la conférence satellite. Voilà. Et puis un autre site francophone, l'AIFBD, l'Association internationale francophonie, bibliothèque et documentation, dont le siège est au Québec. Des Français en font partie, mais là aussi vous trouverez des glossaires, des informations sur les congrès. Voilà pour les contenus et le programme de l'IFLA. Merci de votre attention. Donc, du coup, pour la petite pause qui durera 15 minutes, je vous invite à prendre un petit gobelet. Il y a une fontaine d'eau, mais il n'y a pas de gobelet, donc on a tout prévu.
dans la salle détente qui est juste derrière vous, en fait. Vous sortez par ici et c'est la porte à droite. Il y a une machine à café également. Tout à l'heure, vous voyez. À la pause, et je vous encourage vraiment à y aller sur les questions. Donc tout d'abord, où en sommes-nous des inscriptions? La semaine dernière, on était à 2994 inscrits, donc on devrait avoir dépassé les 3000 inscrits. On vise entre 3400 et 3600 congressistes, c'est-à-dire un petit peu en dessous d'Helsinki qui est exceptionnel, puisqu'il y avait 1100 Finlandais de présents, et de Singapour, mais par d'autres indicateurs, je vous ai déjà dit, on fait mieux qu'eux, donc voilà, ça sera un bon cru. Premièrement. Deuxièmement, quelles sont les langues officielles de l'IFLA? Vous allez recevoir beaucoup de matières, donc des lexiques faits par la BPI, l'ENSIB, etc. Et parfois, ces lexiques indiquent des langues, mais ce ne sont pas toujours les langues officielles de l'IFLA. Quelles sont-elles? Donc, vous pouvez les lire là. L'anglais, évidemment, le français, l'allemand, le russe, l'arabe littéraire, le chinois mandarin, l'espagnol. Mais comme vous pouvez le voir en haut, les trois langues le plus travaillées sont d'abord l'anglais et l'espagnol, et ensuite le français. Si ce contenu vous intéresse, on peut vous donner le bilan qui précise vraiment qui utilise telle langue. Mais voilà les 7 langues officielles de l'IFLA. Comment peut-on dire que je parle une langue et je peux me servir du petit drapeau dans la corbeille le jour où je prends mon badge? Il suffit de savoir travailler dans cette langue, c'est-à-dire déjà pouvoir tenir une conversation courte mais normale, et puis travailler de façon basique. Mais donc, entre guillemets, le niveau survie ne suffit pas. On est pour les standards anglais entre B1 et B2. Voilà. C'est ce qui permet d'afficher « je parle une langue ». Par exemple, si vous êtes dans mon cas, je n'ai pas parlé espagnol depuis 20 ans, à l'IFLA, je vais le mentionner discrètement, mais je ne vais pas mettre mon badge avec le drapeau espagnol. Voilà. C'est à vous de juger, mais l'idée, c'est que vous puissiez soutenir une conversation professionnelle dans cette langue si vous l'affichez. Donc, voilà.